Bonjour à tous. Je pense qu'on va pouvoir commencer tranquillement ce webinaire. Donc, je suis accompagné de Jean-Baptiste qui est là pour nous partager un retour d'expérience sur son projet Ecause. Et donc, on est là pour découvrir son projet, comment ça fonctionne, mais également parler de robustesse. C'est un sujet qui est assez important en ce moment. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils attendaient avec impatience ce webinaire pour en discuter. Donc, je suis très curieux d'en savoir plus. J'ai déjà eu l'occasion de discuter avec Jean-Baptiste du projet, mais on va pouvoir rentrer un peu plus en profondeur tous ensemble. Il est 12h01, je pense qu'on va attendre un petit peu que tout le monde se connecte avant de commencer. Mais peut-être que vous pouvez répondre dans le chat à une première question. Et tout simplement, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de jouer à un business game? Est-ce que vous ne connaissez peut-être pas du tout ce terme? Curieux de savoir. En attendant vos premières réponses, moi, le business game, c'est quelque chose que je connais pas très bien. J'ai plutôt l'habitude de faire des serious games ou des ateliers ludiques. Du coup, je suis assez curieux de voir un petit peu les contraintes qu'on peut rencontrer quand on travaille sur un business game, parce que forcément, on est sur un format un petit peu différent, donc il faut s'adapter aussi aux attentes potentiellement des joueurs. Donc, je suis assez curieux de voir voilà, comment Jean-Baptiste a fait pour concevoir ce projet-là. Ingrid, première question un petit peu avant de lancer vraiment le webinaire, c'est est-ce que tu as déjà eu l'occasion de tester des business games ou est-ce que tu viens un peu en mode découverte? Est-ce que ça fait partie des outils que tu connais de base? Il y a Philippe qui nous dit qu'il connaît. Ok, trop cool. Et Ingrid qui dit aussi une fois. Ok, super. On est plutôt face à des connaisseurs. Ça marche. Et donc, Mickaël qui nous dit que sur des jeux sur la logistique, dans sa vie d'avant, on a vendu des céréales et des valises à mon souvenir. Ok. Mhm. Des céréales et des valises, j'espère pas ensemble, ça fait un package un peu bizarre, mais. En attendant que d'autres personnes se connectent, peut-être que Jean-Baptiste, tu peux commencer par te présenter Ça un petit marche. peu. C'était la première chose dont j'allais parler, donc c'est parfait. Bienvenue à tous. Moi, je suis ravi de discuter avec vous aujourd'hui. Donc, je me présente très rapidement en 2 mots. Moi, je m'appelle Jean-Baptiste Kefalas. Je suis aujourd'hui concepteur de Serious Game, entre autres. Quand j'étais enfant, moi, je passais mon temps à jouer. Donc, les jeux, ça a toujours été quelque chose de très important pour moi. Puis après, j'ai grandi et je commençais à être un peu anxieux de ne pas réussir ma vie. Ça a eu aussi un peu d'impact à la manière dont je travaillais. Donc c'est pourquoi j'ai arrêté un petit peu de jouer et j'ai commencé à m'orienter vers le conseil pour devenir du coup consultant. Et aujourd'hui, depuis maintenant quelques années, je me rends compte que notre système économique, il encourage parfois des comportements qui sont pas forcément responsables. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait peut-être donner une sorte de teinture à mon activité pour qu'elle pour qu'elle favorise des choses plus positives. Donc moi, j'ai été consultant pendant longtemps en cabinet de conseil. Enfin, ça fait 6 ans que du coup que j'étais consultant et j'avais toujours cette casquette un petit peu Monsieur Serious Game. Je créais des jeux pour des missions d'accompagnement au changement, d'innovation, de transformation. En parallèle, du coup, j'étais auto-entrepreneur et je créais des serious games parce que j'aimais ça et c'était une manière d'avoir un quotidien, disons, plus divers.
Quand j'étais étudiant, j'avais fait mon mémoire sur le recours au jeu comme levier d'accompagnement au changement parce que ça me passionnait vraiment. Et aujourd'hui, du coup, je suis enseignant à Sciences Po à la Sorbonne sur l'accompagnement au changement avec l'usage du Serious Game, notamment sur les sujets de transition environnementale. Et ça fait du coup février, donc un peu plus de 6 mois maintenant que je suis indépendant et je me dédie 100% du coup à la distribution de ce jeu que je vais vous présenter là, qui s'appelle Ecause. Et Alexandre, tu me dis si je commence maintenant, si on est bon. Ouais, je pense qu'on est bon, effectivement, à moins qu'il y ait des questions dans le chat, mais au pire, je les prendrai un peu à la volée pendant la présentation. Ok, très bien. Bah, du coup, voilà un petit peu les 3 temps de notre discussion aujourd'hui. Le but, c'est que moi, je prenne un peu la parole pendant une demi-heure, mais derrière, qu'on puisse échanger ensemble. Donc, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, elles seront très bienvenues. Donc, on va revenir dans un premier temps sur très rapidement ce que c'est qu'un business game, parce que je pense que c'est un peu clé dans notre échange. Ensuite, on va vous parler de ce business game en particulier. Puis, on fera vraiment une sorte de focalisation sur le contenu pédagogique de ce jeu, ce qui permet de travailler, comment est-ce qu'il le met au travail et un peu les modalités pédagogiques précises. Si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas évidemment à les poser. Mais le but, c'est qu'on discute plus à la fin. Donc, voilà. Donc, j'y vais. Donc, déjà, qu'est-ce que c'est qu'un business game? Un business game, c'est souvent un jeu qu'on veut. Enfin, la plupart du temps, les personnes y jouent soit durant leur formation, en école ou en fac, soit durant leur formation dans une entreprise. C'est vraiment un jeu qui a un objectif de formation. C'est une simulation interactive qui plonge les joueurs dans un univers où ils prennent des décisions. Ça va être des décisions marketing, des décisions financières, et ce, en équipe. C'est un jeu qui permet de développer ses connaissances parce qu'il a un fonctionnement itératif très explicite où en fait les joueurs réalisent des actions chaque tour sur un panel d'options qui leur sont proposées. La totalité des équipes le font, donc il y a une sorte de codépendance. Et une fois que les actions sont réalisées, le jeu fait tourner un algorithme et donne des résultats aux joueurs. Donc on a un système de boucle de feedback qui est très régulier parce que c'est un jeu qui va se faire sur une dizaine, une vingtaine de tours. Ça dépend des business games. Mais le but, voilà, c'est que vous avez un tour, prenez des décisions. Toutes les décisions de toutes les équipes sont crunchées, façon de parler, et vous avez un algorithme qui vous donne les réponses. Voilà exactement ce que je viens de dire, donc pas besoin que je le réexplicite, mais voilà, ça c'est les mécaniques de base. Mais si on rentre un petit peu plus précisément dans comment fonctionne un business game, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il fonctionne dans un environnement conceptuel. C'est-à-dire que, en fait, il fait travailler certaines compétences, qui sont souvent des compétences marketing, des compétences de finance, des compétences commerciales, et c'est une sorte de segment où il y a une porte au début qui est, on vous met dans une entreprise et on vous dit, voilà, il faut que cette entreprise développe sa rentabilité. Et le jeu s'arrête aux métriques qu'on a identifiées, qui vont être des métriques de part de marché, des métriques de bénéfices. Et en fait, le problème, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un business game, on est vraiment sur un segment qui est volontairement cranté. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas forcément la question de qui sont les individus qui travaillent dans l'entreprise en question. C'est-à-dire que c'est à la fois une sorte de simulation, presque un jeu de rôle, parce que vous incarnez l'entreprise, mais on ne se pose pas la question des rôles des personnes spécifiquement. Donc, en tant que joueur, vous savez juste que vous travaillez dans une entreprise, et ça s'arrête là. Et pareil, les conséquences de l'activité, en fait, on ne va pas forcément aller plus loin que celles qui sont directement inscrites dans le jeu, c'est-à-dire, par exemple, la part de marché, la rentabilité, les bénéfices, la marge, mais on ne va pas forcément interroger des conséquences supplémentaires à celles qui sont directement les conséquences de l'action dans cet environnement très financier dans lequel vous évoluez. Et ça, c'est un peu la manière dont fonctionne un business game. Donc, chaque tour, vous allez prendre des choix sur les 4 P, par exemple, donc prix, produit, positionnement, des choix qui sont des choix de gestion, et vous allez voir un peu ce que vous gagnez à la fin de chaque tour. À partir de là, nous, on s'est dit, en fait, comment est-ce qu'on en fait quelque chose d'un petit peu différent? Et on a essayé d'ouvrir les portes. Alors, pourquoi est-ce qu'on a essayé d'ouvrir les portes? C'est qu'en fait, ce fonctionnement-là, nous, il ne nous posait pas forcément de problème si un business game n'était qu'un jeu. Le seul truc, c'est qu'un business game, c'est pas qu'un jeu, en fait. C'est un outil pédagogique. Et donc, forcément, il va générer une transformation chez les personnes qui y jouent. Il va avoir une influence sur leur manière de se représenter le monde dans lequel ils évoluent et souvent le monde dans lequel ils vont travailler. Et du coup, nous, on s'est dit, le problème, c'est que si un jeu a autant d'impact sur la manière dont les gens
vu que c'est au cours de leur formation sur la manière dont les gens voient les choses, il faut peut-être qu'on se pose les questions de ces limites. Et une des limites que nous, on a souhaité questionner et plus que questionner, disons, dépasser, c'est qu'il faut qu'on arrive à représenter les aspirations individuelles des travailleurs dans l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, c'est une réalité du monde dans lequel on vit. Il y a plein de conséquences à ce fait-là, mais le fait qu'aujourd'hui, un business game ne se pose pas la question des personnes qui travaillent dans l'entreprise, ça appauvrit en fait la pertinence pédagogique de l'outil. Donc nous, on s'est dit, déjà, ça, c'est une porte qu'il faut qu'on ouvre. Il faut que les joueurs, quand ils jouent à un business game, ils aient un personnage. Ils aient un personnage qui représente les personnages du monde réel et ils aient un personnage qui soit aussi complexe parce que ça a une influence directe sur la manière dont on travaille. Et plus encore, il faut qu'on arrive aussi à représenter les impacts d'une entreprise au-delà des seules frontières de l'entreprise. On ne peut pas juste se dire, les actions que les joueurs vont réaliser, on va uniquement les regarder sous l'angle de l'impact sur la part de marché, l'impact sur la rentabilité, parce que ça aussi, c'est très pauvre en fait. Et ça ne permet pas de former des collaborateurs, des managers, des dirigeants d'entreprise qui ont une vision un petit peu systémique, voire holistique du monde dans lequel ils vont évoluer. Et pourtant, le monde est comme ça. Donc, on a décidé de faire une expérience qui était plus globale, plus intégrée et d'essayer d'aller poser de nouvelles questions. Donc, par exemple, les nouvelles questions que nous, on souhaite poser, c'est quelles décisions que je réalise en tant que collaborateur, en tant que travailleur, vont me permettre de satisfaire mes objectifs personnels également. Quelles sont les conséquences des choix pour le monde dans lequel on évolue, des choix qu'on fait en entreprise. Et si mes concurrents font tous comme moi, qu'est-ce qui va se passer? En fait, ça, c'est 3 des questions qu'on essaye d'interroger parce que, de manière assez évidente, aujourd'hui, si une entreprise n'arrive pas à réconcilier à la fois les aspirations individuelles de ses travailleurs et ses objectifs en tant qu'organisation professionnelle, cette dissonance-là, elle va avoir des impacts négatifs. Ça va être, d'un côté, ça peut être du désengagement très explicite de la part des collaborateurs. De l'autre côté, ça peut être une rentabilité qui ne permet pas à l'entreprise d'être pérenne sur le long terme. Quelles sont les conséquences des choix du monde dans lequel on vit? Aujourd'hui, il y a une question aussi de double matérialité, c'est-à-dire que ce n'est pas juste une question de en tant qu'entreprise, il faut que je m'intéresse aux conséquences de notre gestion et de nos choix stratégiques sur le monde qui nous entoure, mais aussi, en fait, ce monde-là, il nous répond. C'est-à-dire que notre monde économique est systémique, c'est plus des entreprises vont s'enfoncer dans un certain paradigme d'action, plus ce paradigme d'action, au long terme, voire même parfois au court terme, il va avoir un impact sur la manière dont les entreprises vont travailler aussi. Et ça, c'est aussi ce qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on arrive à interroger. Et si mes concurrents font tous comme moi, qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est assez essentiel. C'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que quand une organisation professionnelle prend une direction, en fait, elle ouvre une porte. Et une fois qu'une porte est ouverte, tout le monde peut l'emprunter. Et je donne un exemple assez évident. Si un jour, une entreprise d'hydrocarbures décide d'exploiter le gaz de schiste, à partir du moment où elle le fait, elle va développer des technologies qu'elle va peut-être breveter, mais qui vont quand même, dont les concurrents vont essayer de s'emparer. Et en fait, il y a un nouveau pan d'exploitation, un nouveau pan économique qui s'ouvre. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'il est important d'avoir en tête parce que du coup, on évolue dans un monde économique qui est systémique. Et quand une entreprise prend une décision, il faut qu'elle comprenne qu'elle ouvre cette décision pour tout le monde. Donc, il faut aussi avoir une pensée intégrée de se dire, il faut que je raisonne avec mon environnement. Et c'est aussi ce qu'on a essayé de faire dans ce jeu. Et du coup, notre objectif, c'est que l'expérience du business game dans Echoes, elle devient une activité systémique et intégrante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire précisément? On va évidemment rentrer dans le détail. Déjà, dans un premier temps, je vous présente les étapes du jeu. Il y en a 3. Elles sont assez évidentes, mais ça permettra d'illustrer un petit peu mon propos. Déjà, lorsque les joueurs rentrent dans le jeu, la première étape, c'est qu'on leur donne un rôle, un personnage. Je vais vous les montrer juste après. Et avant qu'ils commencent à jouer, on leur dit, il va falloir rentrer en empathie avec votre personnage et vous dire, mais en fait, par rapport au personnage que je découvre, pourquoi est-ce que mon personnage va travailler? Il y en a, ils vont travailler parce que ils ont besoin d'argent pour financer leurs loisirs. Il y en a, ils vont travailler parce qu'ils ont besoin d'avoir une activité professionnelle qui va les stimuler intellectuellement. Il y en a, ils vont travailler parce que ils veulent le travail est un lieu de reconnaissance sociale. Il y en a, ils vont travailler pour essayer de juste financer leur vie, mais moins le travail prend de place dans leur vie, plus ils passent de temps à la maison, plus ils sont contents. Et ça, c'est ce qu'on invite les joueurs à faire au début, c'est de se dire, en fait, c'est quoi les objectifs de mon personnage quand il va travailler?
Et ensuite, lorsque le jeu va se dérouler, donc nous on est sur 7 tours de jeu, on propose à toutes les entreprises qui jouent les mêmes problématiques, en leur disant voilà ce qui se passe dans le monde dans lequel vous vivez, quel choix vous réalisez. Donc les entreprises réfléchissent, on est sur des entreprises où il y a à chaque fois entre 4 et 5 joueurs qui représentent le COMEX de l'entreprise en question, ils réfléchissent, ils prennent des décisions, et une fois qu'on a les décisions de toutes les différentes entreprises dans le monde dans lequel on vit, comme dans un business game, on va faire tourner un petit algorithme qui va donner des métriques sur la santé financière et sociale de l'entreprise et l'évolution de l'environnement économique commun. Donc, quelle influence ça a sur la relation, par exemple, avec les politiques, le développement de nouvelles réglementations, les impacts sur des sujets comme la biodiversité, le climat, etc. Et du coup, à la fin, une fois que tous les joueurs ont pris leur décision, l'algorithme tourne et il redonne aux joueurs, aux entreprises, les métriques de fin de tour. Donc, il leur dit, voilà, par rapport à ce qui s'est passé à ce tour, donc avec un petit narratif, par rapport aux décisions qui ont été prises. Évidemment, on est sur un jeu qui est codépendant, donc plus il y a des entreprises qui vont dans le même sens, plus les conséquences vont être distinctes. Voilà, donc le jeu donne aux joueurs, enfin aux entreprises, la conséquence. Et là, il y a une phase avant de commencer le tour d'après qui est un peu essentielle, c'est que tous les joueurs regardent les conséquences du tour et se disent, en fait, par rapport à mes leviers individuels que j'avais identifiés, comment ça va les faire progresser. Donc, si par exemple, moi, je jouais le directeur marketing et qu'à ce tour-ci, on a sorti on a sorti une innovation marketing hors du commun, on a lancé un produit sur le marché qui était unique. Pour ça, j'ai dû énormément travailler pour assumer mes responsabilités. Et il est probable que si un de mes objectifs personnels, c'était d'être un directeur marketing plutôt pépère, là, je vais un peu le minorer, je vais un peu dégrader cet objectif-là parce que j'ai beaucoup travaillé. Moi, je souhaitais être plutôt pépère. Du coup, je fais varier les choses. Donc, même si mon entreprise a gagné énormément d'argent, a probablement gagné beaucoup de parts de marché, potentiellement, moi, sur cet objectif-là, mais peut-être que sur d'autres, ça s'est très bien passé, mais sur cet objectif-là, je vais dégrader un peu ma métrique. Je ne rentre pas dans le détail de la métrique, mais voilà. Et du coup, à l'issue des 7 tours, qu'est-ce qui se passe? Donc, évidemment, le 7e tour, il est un peu plus conséquent que les autres, un peu plus solennel, parce qu'il conclut le jeu. Mais du coup, à l'issue des 7 tours, en fait, on a un panel de données disponibles pour les joueurs. On a les données individuelles, les données sur l'entreprise et les données de l'environnement économique dans lequel ils évoluaient. Et on va révéler, du coup, toutes ces différentes métriques. Et on va simplement, pour commencer le débrief avec les joueurs, parce que le débrief est essentiel dans ce jeu-là, leur poser la question, est-ce que vous pensez que vous avez gagné? Et ça, c'est pour nous une vraie manière de rompre avec les faiblesses des business games traditionnels. C'est qu'à la fin, l'entreprise qui avait gagné, c'était l'entreprise qui avait le plus de parts de marché et le plus de rentabilité. Mais en fait, dans le monde dans lequel on vit, on se rend compte que une entreprise une entreprise qui génère le plus d'argent au monde, ça signifie pas forcément que les personnes qui y travaillent sont satisfaites. Ça signifie pas forcément que le monde dans lequel cette entreprise évolue semble être de plus en plus positif et agréable pour la totalité des personnes qui s'y trouvent. Donc, cette question, pensez-vous avoir gagné? Pour nous, c'est vraiment le début de la réflexion qu'on veut initier avec ce jeu. Une réflexion globale, systémique. Je reviendrai en détail là-dessus juste après. Je vous montre très rapidement comment le jeu, quel est le contenu un petit peu du jeu. Donc, il y a un imaginaire. Pour les geeks d'entre vous, on appelle ça le lore. Donc, Ecos, il plonge les participants sur une planète qui s'appelle la mine 4. Il y a une ressource qui est assez encadrée, avec du coup un nombre fini d'entreprises qui peuvent se positionner dessus. Ça nous permet d'avoir un univers du coup plutôt petit où les impacts et des décisions sont très explicites. Donc c'est une sorte de simulation dans un mini-lieu. Et du coup, il y a 4 entreprises avec des personnages. Donc ça, c'est les logos des entreprises, des personnages. Chaque joueur incarne un membre du COMEX d'une des entreprises. Et voilà du coup un exemple d'entreprise, c'est pour vous montrer qu'elles sont. Voilà, il y a une description qui est assez complète. Pareil pour les personnages. Les personnages, ils sont complexes, ils sont contradictoires, comme dans la vraie vie. Du coup, il y a vraiment des éléments pour rentrer en empathie avec son personnage et faire ce travail un petit peu au début de se dire, en fait, pourquoi est-ce que Marika Solis, elle va travailler tous les jours? C'est quoi ce qui la motive? Voilà, donc ça c'est un peu sur l'imaginaire du jeu. Le contenu pédagogique en détail de ce jeu, il est assez on peut dire complexe, mais il est assez riche. Déjà en petit préambule, il faut comprendre qu'on est sur un jeu qui peut susciter des résistances assez fortes. Là, le verbatim que vous avez, c'est quelque chose que nous, on a vécu assez récemment, où on nous a dit qu'il y avait une sorte
de questionnement de la part du DG. Donc nous, on n'est pas idéologique dans ce jeu. Notre approche, mais par contre, par rapport aux résistances potentielles qu'un tel jeu peut proposer, parce que quand même, il vient questionner un paradigme que je pense, qu'on a identifié qu'il faut questionner, c'est-à-dire un paradigme où on avait une réflexion économique qui était quand même pas très systémique, très obtus. Et on pense qu'aujourd'hui, les dirigeants d'entreprise doivent ouvrir leur regard beaucoup plus grand, mais parfois, ça peut s'accompagner d'une certaine réticence. Donc nous, quand on amène ce jeu, il faut qu'on soit très fin sur la manière dont on l'amène, parce que ça peut se dérouler difficilement, on va dire. En tout cas, il peut y avoir des prises de conscience qui peuvent être un petit peu rugueuses pour les personnes qui y jouent. Voilà un peu toutes les vertus pédagogiques de ce business game. Normalement, ça devait s'animer les unes après les autres, mais du coup, on va les faire les unes après les autres. Donc, approche itérative favorisant la progression, ça c'est un truc classique de serious game et des business games en particulier. Et du coup, on a bien un système de tours qui fait que la prise de conscience, elle progresse. Si je continue à droite, système de feedback intégré. À la fin de chaque tour, on a des métriques très explicites qui permettent aux joueurs d'apprendre des choses et qui permettent de faire évoluer les croyances. C'est-à-dire, si au tour numéro 1, j'avais fait l'action A et je vois ce qui se passe à l'issue de cette action, peut-être que je ne vais pas faire la même chose au tour numéro 2. Activité en équipe favorisant l'intelligence collective. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est aussi quelque chose d'assez évident dans les serious games, mais du coup, on joue en équipe, on prend des décisions en équipe, et ça favorise la qualité de l'esprit critique de l'équipe, ça favorise la qualité de la réflexion, ça favorise la capacité à bien utiliser les feedbacks entre les tours pour ajuster sa manière de jouer. Et ensuite, les éléments d'en dessous, et c'est peut-être ceux les plus importants, c'est que le Game Master n'est pas dépositaire des succès ou des échecs. Comme je vous le disais, on est sur un jeu qui peut aller gratter un petit peu les personnes qui y jouent, parce que ça va quand même challenger leur vision du monde économique, leur vision de la gestion d'entreprise. Et du coup, c'est extrêmement important que nous, en tant qu'individus, les joueurs n'aient pas l'impression que c'est nous qui portons une sorte de parole. En fait, le jeu, il est indépendant des Game Masters. Il tourne tout seul et c'est super important. Quand les personnes jouent au jeu, le jeu leur propose des réponses et nous, on est juste des sortes de monsieur loyal, madame loyal présents pour animer le jeu. Mais les participants réfléchissent librement et c'est eux qui interagissent avec le jeu, pas avec les Game Masters. De même, les algorithmes qu'on a mis dans le jeu, donc ce qui se passe à chacun des tours, évidemment, tout ça, on l'a imaginé. Donc, s'il y a X entreprises qui font ce choix-là, voilà ce qui se passe. S'il y a X entreprises qui font ce choix-là, voilà ce qui se passe. On est sur des arbres de choix. Donc, souvent, il y a un choix, puis un autre qui s'ouvre, puis potentiellement encore un autre qui s'ouvre. Donc, on est sur des tours qui sont assez complexes. Mais il fallait du coup imaginer tous les cas de figure. Tous ces cas de figure-là, il faut qu'ils soient crédibles. Et ça, c'est super important parce qu'on est dans un jeu où le but, c'est de faire évoluer les mentalités sur pas mal de choses. Après, c'est la demande d'un client. Donc, nous, on travaille avec nos clients, évidemment, en bonne intelligence. Mais le but, c'est aussi d'arriver à ouvrir un petit peu les chakras des équipes qui jouent à ce jeu-là. Il faut du coup que la manière dont on ouvre le chakra, ça génère pas de refus d'obstacles. Donc, c'est super important que les algorithmes que nous, on a créés dans le jeu, ils soient sourcés à partir de travaux scientifiques, de choses qui ont été étayées, qu'on ait des éléments à convoquer. Par exemple, il y a un certain temps, on a animé ce jeu et à un moment, il y a un joueur qui nous a dit « Non, mais ça, c'est pas possible ». Mais alors nous déjà, notre approche de ça, c'est de questionner. On se pose pas on se pose pas de manière péremptoire, mais par contre, il faut qu'on soit capable, quand quelqu'un fait une sorte de petit refus d'obstacle, d'amener de la donnée qui n'est pas de la donnée teintée, c'est de la donnée pure, scientifique, étude, ou simplement passée, des choses qui sont arrivées, pour montrer que les algos sont crédibles. Donc ça peut arriver et c'est super important pour potentiellement garantir la crédibilité et la probité du jeu. Et enfin, des tests, là, j'apprends rien à personne, mais selon les joueurs qu'on va avoir face à nous, et selon les demandes de nos clients aussi, il faut qu'on soit capable d'avoir différentes versions du jeu qui vont soit mettre le poids du corps sur certaines parties du jeu, soit simplifier l'expérience si on a des personnes qui sont plus jeunes, soit la complexifier un peu si on a des dirigeants qui sont habitués à ce genre de format. Donc là, on a fait pas mal de tests et ça permet d'avoir aujourd'hui une complexité qui est adaptée aux participants. Et ça, c'est un peu ce qu'il faut retenir sur les business games. Je ne sais pas si je vais trop vite ou pas, je peux regarder l'heure. Je suis à peu près dans les temps. Donc, en fait, avant, c'est un peu comme si ce jeu avait révolutionné tous les business games, mais ce n'est pas l'idée, mais vous avez... Voilà. Donc, avant, en fait, les business games, c'était un dispositif qui oubliait la question des aspirations individuelles au travail.
aujourd'hui, on a quand même pas mal d'études sur ces dernières années et pas mal de phénomènes de société qui montrent que le fait d'avoir oublié la question de l'individu au travail, ça pose des gros problèmes. Alors, il y a des parties du monde où on ne se pose même pas la question des aspirations individuelles au travail parce qu'on est dans une sorte de système d'esclavagisme plus ou moins encadré, mais dans le monde occidental où travailler est souvent une manière de se réaliser, en fait, oublier les aspirations individuelles, ça pose beaucoup de problèmes pour les entreprises. Donc, ce jeu-là, il permet notamment pour des futurs managers, pour des dirigeants d'entreprise, de se poser cette question-là et de commencer à se familiariser avec cette dernière avant que ce soit les RH qui tirent la corde d'alerte en disant ce serait bien qu'on pense aux personnes. C'est aussi un dispositif qui permet d'appréhender les externalités d'une activité économique, ce qui est aujourd'hui quelque chose qu'on essaye de faire dans le monde dans lequel on vit, mais on voit que c'est extrêmement dur. Peut-être vous avez suivi un petit peu le feuilleton CSRD au niveau de la Commission européenne, mais aujourd'hui c'est très dur à la fois d'inviter les entreprises à le réaliser, pour les entreprises elles-mêmes d'arriver à évaluer leurs externalités de manière pertinente, parce que si demain on dit à une entreprise il faut que vous analysiez toutes vos externalités, en fait c'est un travail qui est extrêmement difficile, du coup il faut le faire en bonne intelligence, il faut se dire mais quelles externalités concernent vraiment notre secteur, etc. Ça c'est un dispositif qui permet de travailler cette appétence. Et enfin c'est un format qui se focalise avant c'était un format qui se focalisait uniquement sur les enjeux internes des organisations, et nous on souhaite du coup agrandir ce périmètre. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. J'ajoute un petit point sur la double matérialité. C'est le « et » que vous avez à droite. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle d'externalité d'une entreprise, il y a le double rapport. Il y a à la fois comment une entreprise va avoir un impact sur son environnement et à la fois comment un environnement qui a évolué à cause des impacts des entreprises va lui aussi derrière avoir un impact sur l'environnement changé va avoir lui-même de nouveau un impact sur les entreprises, et pas uniquement les entreprises ont un impact sur l'environnement, mais aussi l'effet inverse. Et ça c'est assez fondamental et c'est un truc qu'on a essayé de mettre dans le jeu, c'est qu'au fur et à mesure des tours, les choix des entreprises vont rendre les tours suivants différents. Si au tour 1 il y a tant d'entreprises qui ont fait le choix X par exemple, le tour 3 va être peut-être plus facile, plus difficile, va proposer des choses différentes, et ça c'est super important d'ouvrir les chakras aussi de nos joueurs sur cette question de la double matérialité qui est assez fondamentale quand on regarde les travaux qu'il y a sur ces sujets d'externalité. Et du coup, en dernier point, et je m'arrêterai là après, quelle transformation en fait on vise avec ce jeu-là? On en vise beaucoup, on est assez content sur ce volet parce qu'on a créé un jeu qui se veut être un peu tentaculaire, c'est-à-dire qui permet d'aller questionner beaucoup de sujets différents. Je vous en ai listé 5 là, mais on pourrait en lister plus. Le premier, c'est que depuis plusieurs dizaines d'années, on a appris à raisonner quand on est en gestion d'entreprise en termes de risque. Nos assureurs nous parlent de risque, c'est des choses qu'on va matérialiser mathématiquement. Et en fait, quand on regarde un petit peu le monde économique dans lequel on évolue aujourd'hui, en fait, le monde il est pas plus tant risqué qu'incertain, ce qui est drastiquement différent. Parce que si je dois faire un parallèle extrêmement rapide, le risque, il s'imagine, l'incertitude, par essence, elle ne se représente pas, et on est sur quelque chose qui est beaucoup plus chaotique. On ne sait pas d'où ça va venir, si je dois m'exprimer ainsi. Donc, c'est des réflexes managériaux et de gestion d'entreprise qui sont vraiment différents, et nous, notre but, c'est aussi de permettre de confronter les joueurs à cette distinction entre le risque et l'incertitude. Ce n'est pas la même chose, c'est des concepts qui n'ont pas les mêmes fonctionnements. Ensuite, questionner le paradigme de la performance. On est depuis maintenant plusieurs dizaines d'années aussi un peu drogué, le mot est peut-être fort, mais à ce paradigme de la performance. Et aujourd'hui, il y a pas mal d'œuvres, notamment celle d'Olivier Hamon que vous connaissez peut-être sur les sujets de la robustesse, qui pointent du doigt que la performance elle a eu des conséquences très fortes sur la manière dont nos organisations professionnelles se sont structurées. Et peut-être qu'il faudrait arriver à questionner ce paradigme-là. Identifier des leviers concrets pour faire évoluer les modèles d'affaires des organisations traditionnelles. Aujourd'hui, on a des modèles d'affaires qui parfois peuvent poser question sur la redistribution de la valeur, sur aussi les impacts que ces modèles d'affaires ont sur l'environnement dans lequel les entreprises évoluent. Le but aussi avec ce jeu, c'est si les personnes le souhaitent, évidemment, nous on n'est pas du tout militants, c'est qu'ils puissent être un bon terreau pour poser ces questions-là. Commencer à poser la question de, en fait, c'est quoi le modèle d'affaires que vous avez, c'est quoi le modèle d'affaires auquel vous souhaiteriez tendre, et commencer à poser ces questions. Appréhender la nature de l'équilibre compétition-coopération. Aujourd'hui, dans un monde qui est globalement très concurrentiel, il y a des poches de collaboration et de coopération, mais en fait, ce serait intéressant de comprendre comment ces deux
phénomènes-là se mettent en place et comment est-ce qu'ils entretiennent une relation. Et enfin, prendre conscience des enjeux liés à la place d'aspiration individuelle dans les organisations professionnelles. Il faut arrêter d'oublier l'individu parce que c'est l'individu qui permet toutes les transformations d'une entreprise. Et aujourd'hui, dans une entreprise, quand on la voit sur plan, sans imaginer quelles sont les aspirations, les fonctionnements des individus qui évoluent, en fait, on n'est pas capable d'aller interroger les points 1, 2, 3, 4 parce que c'est le 5 qui permet qui est un bon point de départ pour les autres leviers. Bon, il y en a d'autres, je vous les passe pas tous aussi parce qu'il faut qu'on se garde un petit peu de secret sur notre jeu, mais là, vous avez un peu tous les éléments et je crois que j'ai dit tout ce que je souhaitais dire. Ok, merci beaucoup en tout cas pour cette présentation. Moi, ça m'a donné très clairement envie de tester ce business game. Vu qu'on a encore un petit peu de temps ensemble, je vous propose dans le chat de partager peut-être des questions si vous avez envie de revenir sur certains points, si vous avez envie d'avoir un peu plus d'explications, ce genre de choses. J'ai noté que dans le chat, il y avait déjà aussi une première question de Michael par rapport aux personnages qui sont présentés. Du coup, je vais afficher sa question, comme ça, ce sera le plus simple. Mais en gros, Michael, du coup, demande si les personnages sont essentiellement des membres du COMEX ou s'il y a d'autres profils qui sont représentés. Et du coup, il demande si sur la robustesse, les choses se jouent sur la culture d'entreprise de fond ou s'il y a justement d'autres aspects qui sont importants. Alors volontairement, là, dans le jeu, c'est uniquement des membres du COMEX qui jouent, enfin qui sont les personnages du jeu, notamment parce que les décisions à prendre sont des décisions de dirigeants d'entreprise. Et en effet, si le jeu était, une sorte d'expérience uniquement sensorielle, il aurait fallu que on n'est pas uniquement des dirigeants d'entreprise qui soient représentés, parce que la robustesse, c'est pas du tout quelque chose qui se décrète en top-down dans le fonctionnement. En revanche, dans la perspective d'arriver à représenter au mieux possible le fait que y a les différents enjeux qu'on souhaite mettre en place, c'est-à-dire que les décisions stratégiques d'une entreprise, comment est-ce qu'elles impactent l'environnement, etc. Et la relation des entreprises les unes par rapport aux autres, pour nous, c'était clé de mettre des dirigeants d'entreprise. Après, dans le débrief qu'on va faire du jeu, on va inviter les personnes à repasser dans leur position de manager, d'étudiant, de dirigeant ou non. C'est-à-dire qu'on les bloque pas du tout dans ce rôle de dirigeant, et jouer un dirigeant ne veut pas dire qu'on est un dirigeant d'entreprise. C'est pas du tout le point. Mais dans ce jeu-là, comme un jeu de rôle, on incarne quelqu'un de différent. Là, on incarne des dirigeants d'entreprise. Il y a Philippe qui pose une question aussi. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à cette de Michael. Michael pourra réagir dans le chat, mais je vais afficher la question de Philippe. Alors, je vais avoir une réponse assez simple, c'est que je ne connais pas la loi de Goudard. Et si quelqu'un veut bien me l'expliquer, je serais ravi de comprendre ce que c'est. Je ne sais pas si toi, Alexandre, tu sais ce que c'est que la loi de Goudard. Non, ça me dit rien comme ça. Mais effectivement, je pense que c'est intéressant de creuser cet aspect. Si Philippe, tu as peut-être un lien ou quelques explications à mettre sur le chat. Je crois que c'est quelque chose, parce que je viens de voir en ligne, je crois que c'est quand on mesure un objectif, quand une mesure devient un objectif, elle cesse d'être une bonne mesure. J'ai déjà entendu ça plusieurs fois sur ce sujet d'indicateur. Et Philippe, je veux bien que tu me dises si c'est pas ça, si je dis n'importe quoi. Tu poses une très bonne question. C'est vrai que le jeu, par essence, il fonctionne avec des métriques. Donc, en fait, d'une certaine manière, il est vicié parce que il est aussi limité sur le fait qu'on observe des métriques très précises, etc. On a déjà volontairement mis dans le jeu une métrique qui est très globale, qu'on a appelée la stabilité de l'écosystème. Et elle prend en compte la stabilité politique, la stabilité réglementaire, la stabilité environnementale. Donc, c'est un truc qui est très vaste, qui n'est pas aussi, qui ne pose pas trop de problèmes sur le fait d'être un petit peu peut-être obtus dans la manière dont le jeu fonctionne. Mais néanmoins, c'est une limite parce qu'il faut évidemment pas fonctionner juste avec des indicateurs, d'autant plus sur la robustesse. Pour autant, je pense que ce qui est super important dans ce jeu-là, c'est toute la partie débrief. C'est-à-dire qu'en fait, nous, le jeu, c'est uniquement
une expérience et l'expérience, ensuite, il faut la débriefer ensemble. Donc, et c'est un peu le propre de la manière dont nous on fonctionne. Je dis nous parce que c'est un jeu que je développais avec Laetitia, je crois qu'elle est présente aujourd'hui, mais bref. C'est un peu la manière dont nous on fonctionne, c'est qu'on va utiliser le jeu comme un moment où on va faire vivre des choses aux gens, on va leur faire expérimenter des éléments, mais derrière on va se poser des questions ensemble. Et le jeu il va être suivi d'1 heure et demie, voire parfois jusqu'à 3 heures d'ateliers qui vont peut-être finir jusqu'à des plans d'action, où là on va nous apporter plus de données. Typiquement les travaux d'Olivier Hamon, on en a synthétisé des choses pertinentes qu'on va apporter aux joueurs, qu'on va tâcher d'expliquer. Donc, on ne va pas s'arrêter juste sur l'expérience du jeu en disant cette expérience, elle fait loi et foi, et on s'arrête là et on ne se pose pas plus de questions. Donc, je pense que c'est le moment où, notamment, on va essayer de dépasser cette vision où l'indicateur est un petit peu maître de tout parce qu'on ne raisonne pas comme ça. Ok, super. En tout cas, on a eu confirmation sur le fait que c'était bien cette explication pour la boîte de Goodart. On a une confirmation de Laetitia qui est bien là. Et on a une réaction de Michael. Sur les choix, dans ce qu'on simule pas pour éclairer l'expérience. Ouais, voilà, c'est. En fait, oui, c'est ça. C'est un bon point, Michael. Merci de cette remarque. En fait, il faut vraiment faire des choix sur qu'est-ce qu'on met dans l'expérience ou non. Et je vous le dis de manière très transparente, moi, dans ma vie, parfois, j'ai voulu être un petit peu trop, exhaustif, et j'ai créé des jeux qui ont échoué. Où vraiment, quand les joueurs ont joué, ils m'ont dit, en fait, les règles sont trop complexes, et moi, j'arrivais pas à aller chercher ce que je voulais avec le jeu. Et je me suis rendu compte aussi à ce moment-là qu'il fallait être capable de bien discuter avec les clients en amont de la création d'un jeu pédagogique, parce que parfois, les clients vont vouloir mettre trop de choses dans un jeu parce qu'ils n'ont pas forcément en tête comment ça fonctionne. Et en tant que game designer, il faut être capable de se dire, le jeu, on va le rendre le plus, pur possible. Il ne faut pas qu'il y ait trop de choses dedans. Et sur ce jeu-là en particulier, nous, sur les tests, on a un petit peu galéré à trouver le bon équilibrage entre on veut un jeu qui représente la complexité du monde, et en même temps, si le jeu est trop complexe, les gens ne vont pas comprendre. Donc, c'est vraiment pas simple. Mais c'est pour ça que moi, je reste convaincu qu'un jeu pédagogique est évidemment un outil formidable, mais il faut toujours le suivre d'un débrief où on discute beaucoup avec les personnes, parce que c'est une expérience par essence qui est pauvre. Elle dure 1, 2 heures, 3 heures. Elle ne peut pas être parfaite. Et c'est important d'arriver à dire, voilà les choix, de le dire très explicitement aux joueurs, voilà les choix qu'on a fait dans le jeu, voilà parfois des petites faiblesses, voilà à l'inverse des forces, voilà là où on a été bon, là il nous manque quelque chose, les choix qu'on a fait, et être très transparent avec les joueurs là-dessus, parce que je pense que c'est pertinent. Et je vois qu'il y a la question de Philippe et de Sandrine sur combien dure une partie. Donc, j'espère que j'ai bien répondu à Philippe, et tu me le dis, Philippe, si... Pardon, pas à Philippe, à Mickaël, si j'ai bien répondu à ton point précédent, n'hésite pas à me le dire. Mais du coup, pour répondre à Philippe et à Sandrine, le jeu en tant que tel, juste sur sa durée, on est sur 1 heure et demie environ. Et après, le débrief, ça dépend de à quel point le client veut avancer. La dernière fois qu'on l'a animé, on avait un client qui n'avait pas le temps de faire un long débrief, donc on a fait juste 2 heures, donc 1 heure et demie de jeu et une demi-heure de débrief. Pour rien vous cacher, pour nous, c'est assez frustrant parce que le jeu, il ouvre plein de portes et ensuite, on ne peut pas aller dedans et c'est dommage. Dans le meilleur des mondes, nous, on aimerait bien faire le jeu le matin et en fait passer toute la journée à débriefer le jeu, puis finir sur des éléments très concrets de plan d'action, de quels sont les volets dans l'entreprise sur lesquels on a travaillé, qu'on va essayer d'aller questionner avec des groupes de travail derrière, qu'est-ce qu'on va faire évoluer. Mais le jeu en tant que tel, c'est, on va dire, 1 heure et demie de jeu, 15 minutes d'explication de règles après. Et après, c'est assez modulable parce que du coup, il y a 7 tours de jeu et on peut se dire qu'un tour, on donne 15 minutes aux joueurs, on donne 20 minutes. La dernière fois, on avait ajusté un peu comme ça aussi. On s'était dit, en fait, là, on voit que ce tour-ci, les discussions sont super intéressantes, donc on ne va pas hésiter à augmenter le temps qu'on va donner à ce tour-là parce que les discussions entre les participants semblent riches. Et à l'inverse, quand on voit qu'un tour, les discussions ne sont pas forcément les plus intéressantes, on va raccourcir un peu le temps. Ok, super. Et un peu en complément, je sais qu'on en avait discuté lors de notre échange préliminaire, on va dire, mais pour l'instant, c'est plutôt combien de personnes qui peuvent être joueurs du coup sur ce genre d'expérience. Est-ce qu'il y a une vocation à
faire évoluer ce nombre. Moi, je pense notamment à la fresque du climat qui est utilisée dans pas mal d'écoles maintenant, un peu en mode sensibilisation, d'ouverture, avec du coup vraiment énormément d'étudiants. Est-ce qu'il y a une vocation à justement faire en sorte que ça touche un public aussi un peu plus jeune pour les influencer par la suite, ou si c'est simplement un jeu, on va dire, en entreprise avec des personnes qui sont déjà un minimum matures sur un certain nombre de sujets. Oui, alors très bonne question. Nous, on aimerait bien pouvoir en faire quelque chose comme les fresques du climat. Ça va de soi. Ce qui est un peu difficile, c'est le débrief a une place très importante dans ce jeu. C'est pas une expérience qui suffit à elle-même. Donc, il faut toujours qu'il y ait des animateurs. Pour autant, nous, on pourrait très bien imaginer des manières de virtualiser l'animation, virtualiser le débrief. C'est des choses qu'on a déjà fait sur d'autres jeux. Voilà. Et le jeu en lui-même est très facilement digitalisable parce qu'en fait, c'est des algos qui tournent. Donc, faire tourner des algorithmes, on peut le faire pour 700 personnes en même temps, tout comme 20 personnes. Aujourd'hui, on n'a pas encore été amené à le déployer sur des grandes populations. On a toujours eu un animateur qui vient de chez nous, façon de parler, en présentiel. Mais on est en train d'interagir avec pas mal d'écoles de commerce. Alors les processus d'achat par des écoles de commerce, c'est assez long parce que les budgets sont annuels, donc c'est complexe. Mais le but, c'est qu'à terme, on puisse le déployer pour des promos entières et que le truc puisse un peu tourner tout seul. Avec un système de licence, probablement, on n'en est pas encore là. Mais par contre, s'il y a des personnes qui sont intéressées pour fonctionner comme ça avec eux, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, on sera ravis d'en discuter ensemble. Ok, super. Il y a Philippe qui réagit sur le débriefing, qui est un élément clé. Je pense qu'effectivement, on est tous d'accord. Je sais que je partage ça avec Mickaël, avec Ingrid aussi, qui était dans les commentaires au début. Effectivement, les expériences ludiques, c'est très chouette sur plein d'aspects, mais s'il n'y a pas de débriefing, malheureusement, on passe probablement à côté de plein de choses. Ouais, et le débriefing, plus que simplement être un élément clé, il faut aussi être extrêmement fin dans la manière dont on le structure. Et c'est pas simple parce que moi, dans mon monde, moi, je viens plutôt du monde du conseil, et c'est vrai qu'il y a des approches parfois qui sont un petit peu péremptoires, où un débrief, c'est une sorte de cours magistral, où on va asséner des vérités aux individus. Et ça, c'est pas du tout, ça donne pas du tout d'énergie, ça permet pas aux personnes d'avancer. Donc, il faut que le débrief, il soit fait. Ce sera vraiment un moment empathique, on va en fait, même maïotique, on va poser des questions aux joueurs, et c'est à partir des questions qu'on leur pose qu'on va choisir d'angler le jeu. Et ça, c'est une des forces, je pense, de Echoes. C'est quelque chose qu'on a vraiment essayé de mettre en place. C'est-à-dire que selon les besoins de nos clients et selon les choses qui vont interpeller les joueurs dans le jeu, le débrief sera jamais le même. Nous, on a une sorte de pool de, une dizaine de thématiques. Et en fait, selon ce que les joueurs nous disent avoir vécu pendant le jeu, on va orienter le débrief sur 3-4 d'entre elles, parce qu'on sait que c'est ça qui va apporter de la valeur. On sait que c'est ça qui va résonner le mieux avec eux, parce que c'est ça qui les a interpellés. Donc, il faut que dans le débrief, il faut avoir, je pense, cette flexibilité de se dire comment est-ce qu'on va vraiment se couler dans la mentalité des personnes qu'on a en face de nous, pour faire un débrief qui va leur parler, qui va les mettre en mouvement, leur donner de la motivation, de l'envie, et pas juste un truc un peu péremptoire qui descend de manière très magistrale et qui ne s'accroche pas à la réalité de ce que les joueurs ont vécu. Et la réalité de ce qu'ils ont vécu est intimement liée à leur sensibilité propre, à leur historique dans l'entreprise, etc. Donc, je pense qu'en effet, le débriefing est clairement la clé. Et c'est pas simple de faire un bon débriefing. Avec Laetitia, on s'est longtemps cassé la tête sur comment réaliser ça. Et Mickaël dit qu'il y a un excellent atelier sur le débrief animé par Ingrid. J'avais discuté avec Ingrid il y a quelques mois, et c'est vrai qu'elle m'avait pointé du doigt que le débrief, c'est quelque chose de très important pour elle, donc ça ne me surprend pas. Mais c'est tant mieux s'il y en a qui sont sensibles à ça. Philippe, tu poses une très bonne question. Est-ce que ce serait pertinent d'avoir des mini-débriefs entre les tours ? Alors, j'ai eu cette discussion-là avec plusieurs personnes plusieurs fois. Là, on va rentrer un peu dans les arcanes du game design. Moi, je crois vraiment au principe du cercle magique. Et au moment où, c'est-à-dire que quand on rentre dans un jeu, il ne faut pas qu'on sorte du jeu. D'autant plus quand on joue avec des gens qui travaillent. Parce que le monde du travail, il est il est pollué par plein de biais. C'est-à-dire que comment est-ce que nos interlocuteurs nous perçoivent, quelle est mon identité au travail, quelle est la place de mon ego dans mon travail, est-ce que je suis dans une entreprise qui valorise ou non l'apprentissage par l'échec.
Donc, il y a plein de choses qui font que le monde du travail est un monde, je pense, avec des relations et des dynamiques relationnelles difficiles. Et moi, je pense que ce qui est vachement fort dans un jeu, c'est que si le jeu a un imaginaire qui est puissant, et c'est le cas d'Echoes, parce qu'on est vraiment dans un monde imaginaire où on est dans une entreprise fictive avec un personnage fictif, bah, quand on rentre dedans, il ne faut pas faire sortir les joueurs. Parce que si on fait sortir les joueurs, on ramène les biais du travail dedans. Dans le jeu, ça c'est un truc que j'ai. Si je vous avais parlé au début de la prise de parole de mon mémoire sur le jeu, s'il y en a que ça intéresse, je pourrais vous l'envoyer. Je développe pas mal ce point-là. Mais je pense que du coup, le jeu, il faut que ça reste une expérience extrêmement pure sur laquelle on ne prend pas de recul tant que le jeu n'est pas terminé. Et oui, peut-être que ça fait que si les joueurs avaient fait des mini débriefs entre les tours, bah, peut-être qu'ils auraient un peu mieux joué au jeu. En fait, qu'ils jouent bien au jeu, qu'ils jouent mal au jeu, on s'en fiche un petit peu. Ce qui est important, c'est est-ce que cette expérience-là, elle va les marquer, elle va rester en leur mémoire et on va pouvoir en discuter ensemble de manière pertinente derrière. Et je pense que si on fait des mini débriefs entre les tours, en fait, on ramène les biais du travail dans le jeu et on rend l'expérience plus difficile. Parfois, on rend les joueurs plus timides. On empêche une sorte d'enthousiasme naturel de se créer au fur et à mesure de la partie et on va polluer un peu l'expérience. Après, c'est un avis que j'ai. Je ne suis pas complètement certain à 100%, je veux dire 85 là-dessus. Mais si on peut avoir un débat là-dessus à l'occasion, je serais ravi parce que aujourd'hui, je n'ai pas vu de solution où, quand on avait un jeu qui avait un imaginaire très fort, on n'appauvrissait pas l'imaginaire et ses effets si on faisait des mini débriefs. Et je vois qu'Ingrid nous parle encore un petit peu du débrief. Et c'est en effet, je suis très d'accord avec ça, qu'un débrief se construit sur le ressenti et l'expérience vécue, pas sur ce que pensaient les animateurs. Et c'est d'autant plus important, je reviens à un point que je disais précédemment, mais d'autant plus quand vous êtes sur un jeu qui va quand même aller chercher les gens sur des choses qui peuvent être très ancrées chez eux. Il faut vraiment que l'animateur il soit presque inexistant quand les gens y jouent au jeu. Faut prendre un minimum de place possible. Il faut que le jeu se suffise à lui-même autant que possible. Et il faut que l'animateur, s'il est présent, il soit présent dans l'imaginaire, pas en tant qu'animateur du jeu. Faut pas qu'il ait moi, je pense qu'il doit incarner potentiellement un personnage. Mais si on voit qu'il y a le créateur du jeu qui est présent pendant qu'il anime son jeu, et si c'est très explicite, ça peut, je pense, freiner l'expérience des joueurs, créer plus de refus d'obstacles. Ça peut limiter la qualité de l'expérience. Donc moi, je pense vraiment qu'en tant qu'animateur, il faut vraiment s'effacer au maximum. Si le jeu peut porter des choses sans l'animateur, c'est pas mal. Et du coup, Philippe, tant mieux si mon explication vous parle. Je crois qu'Ingrid, tu réagis par rapport au fait d'avoir des mini-débriefs. Je pense que c'est une question pertinente que tu poses. Parce qu'en effet, c'est peut-être une sorte d'alternative entre à la fois pas rentrer dans un débrief qui puisse appauvrir la qualité de l'imaginaire et son impact sur le jeu. Et en même temps, c'est vrai que ça pourrait permettre de commencer à poser des briques qui seraient utiles pour le débrief. Comment dire, nous, le choix qu'on a fait là-dessus avec Laetitia, c'est qu'en fait, pendant le jeu, nous, on s'est fait une sorte de matrice où on va écouter très précisément ce qui se passe pendant la partie. On va écouter les verbatims des joueurs, on va écouter ce qu'ils disent, on va écouter ce qu'ils vivent. Et en fait, quand on va commencer le débrief, on va afficher ces éléments. Donc, on va réafficher des choses qui sont dites, que eux ont probablement oubliées et qui vont nous permettre d'enrichir le débrief. Donc, on va un peu faire ce travail à leur place. Alors, c'est pas aussi bien que si c'est eux qui l'avaient fait, j'imagine. Mais par contre, on va leur dire, par exemple, leur projeter une phrase qui a été dite. On va leur dire, est-ce que vous vous souvenez que cette phrase a été prononcée ? Qu'est-ce que ça évoque chez vous, etc. Donc, on reprend leur verbatim 100%. Par contre, ça demande de notre part une vigilance assez conséquente pendant le jeu pour être capable de noter les bons verbatims, savoir comment les afficher. Le but, c'est pas aussi d'afficher les personnes s'ils ne voulaient pas forcément que leur prise de parole soit publique. Donc, c'est assez fin à mettre en place. Mais par contre, c'est un truc qui fonctionne plutôt bien parce que ça... c'est indubitable. On affiche un verbatim, c'est vraiment quelque chose qui s'est passé et c'est l'histoire. Donc, je sais que moi, sur les jeux que j'anime, notamment quand je veux travailler sur des dynamiques collaboratives et que je veux dire aux personnes, votre communication, elle fonctionne plutôt comme ça, les personnes vont me dire non, parce qu'ils n'ont pas forcément l'impression, parce qu'on se représente les choses de manière différente de la réalité. On affiche le verbatim, voilà, il n'y a plus de débat, c'est clair pour tout le monde, quoi. Donc, voilà. Et je ne connais pas du tout le jeu Mission Coopération chez Bellu Games.
Mais du coup, je comprends qu'eux, ils ont fait un peu un entre-deux. Je pense que c'est un vrai sujet difficile, honnêtement. Moi, comme je vous le dis, je suis très partisan de ne pas couper l'immersion. Mais je pense que aussi, moi, je suis un grand joueur et j'adore jouer et j'adore imaginer des choses. Et c'est aussi parce que moi, si on me coupait dans mon jeu, c'est quelque chose que je vivrais très mal. Donc, je suis probablement biaisé aussi dans ma vision. Mais je sais qu'il y a aussi différents types de jeux pédagogiques. Il y a des jeux pédagogiques où l'imaginaire est inexistant. Où en fait, l'imaginaire du jeu, c'est globalement le contexte de travail des joueurs au quotidien. Et juste, on n'est pas dans un monde virtuel. Et dans ce cas-là, en fait, il n'y a aucun problème à faire des débriefs pendant le jeu parce que de toute façon, on est encore dans une sorte de scène de travail. On n'est pas passé sur une scène différente. Et je pense que c'est un truc à avoir en tête, c'est plus on veut déplacer les joueurs, plus c'est difficile de leur faire des déplacements constants dans le jeu, de revenir au travail, revenir dans le jeu, revenir au travail, revenir dans le jeu. Par contre, si on déplace pas beaucoup les joueurs, c'est pas difficile de rester un peu dans le travail parce que de toute façon, ils y étaient encore. Et Philippe, il pose une très bonne question. Est-ce que lors des expériences passées, les entreprises ont transformé leur modèle ou ont fait des changements? Aujourd'hui, on a, et ça c'est un truc qui nous attriste, c'est quand on a animé le jeu, on n'est jamais allé jusqu'à accompagner les entreprises derrière. Donc je peux pas vous dire très précisément quels changements ont été opérés, d'autant plus que les entreprises qu'on a accompagnées, auprès desquelles on a animé le jeu il y a quelques temps, on va évidemment retourner les voir au bout d'un certain temps en disant c'est quoi les effets. Et ce jeu-là, on a commencé à le distribuer il y a 3 mois. Donc, on n'a pas encore eu cette prise de recul-là pour dire qu'est-ce qui a changé chez vous. En revanche, à chaque fois qu'on l'a animé, ce qui a été assez intéressant, c'est qu'à la fin du jeu, quand même, il y avait des prises de conscience très explicites qui étaient verbalisées. La dernière fois qu'on l'a animé, c'était chez Vinci pour 40 joueurs. Et la thématique qui avait le plus interpellé les participants, c'était la question de la coopération / compétition. À quel moment est-ce qu'il faut coopérer? À quel moment est-ce qu'un schéma concurrentiel va plus porter l'entreprise? Ça, on l'a vraiment identifié que ça les avait interpellés. Et à la fin, un des feedbacks qu'ils nous font, c'est qu'ils comprennent que quand ils veulent faire évoluer leur modèle, quand ils veulent faire des choix assez ambitieux pour limiter leurs impacts sur le monde, et bien en fait, il faut s'embarquer avec des concurrents. Parce que quand on le fait tout seul, en fait, on donne juste de la place aux concurrents pour regagner de la part de marché. Et en fait, on n'abolit pas une mauvaise pratique quand on le fait tout seul. Juste, on arrête, nous, de la réaliser. Et ça peut être très bien. Hein, si on veut dormir sur ses 2 oreilles, tant mieux. Mais par contre, il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, le marché fonctionne de telle manière que si on fait ça dans notre coin sans en parler aux autres, les autres vont s'en emparer. Et ça, vraiment, c'est un truc qui les a marqués, c'est de dire en fait, il faut avoir une logique d'avancer en consortium, d'autant plus dans le BTP. Comme vous le savez, le BTP, c'est quand même un secteur qui n'est pas sans avoir d'impact sur l'environnement, par exemple. Dans le BTP, si on veut faire évoluer le pratique, c'est sûr qu'en fait, il faut se réunir à la table avec Bouygues, avec Vinci. On a quand même 2 énormes acteurs en France, donc c'est quand même assez explicite, et se dire, voilà, on va décider ensemble quelque chose, et ensuite, on va même aller peut-être pousser jusqu'au régulateur pour faire passer des lois. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit être mis en place quand même à certains endroits. Par exemple, les fédérations laitières qui essayent de mettre en place des rémunérations décentes et responsables pour les éleveurs. Là, elles essayent de regrouper les acteurs du lait pour que tout le monde s'applique la même règle. Ça, chez Vinci, c'est la chose qui les a vraiment marqués dans les échanges qu'on a eu avec eux derrière. C'est ce fait de se dire, en fait, ça ne sert à rien qu'on avance tout seul, il faut qu'on avance avec les autres, sinon on va juste y perdre et il faut embarquer tout le monde. Donc ça, c'est quelque chose qui a un petit peu commencé, j'espère, à transformer leur modèle. Et on peut se redonner rendez-vous dans 6 mois, Philippe, pour que je vous réponde plus complètement à cette question avec toutes les animations qui arrivent. Il est 12h54. Est-ce qu'il y a peut-être quelques dernières questions? Philippe qui dit que c'est pas simple de faire bouger les lignes sur ces sujets. Je pense que c'est aussi pas mal une question de positionnement parfois sur on va dire le produit qui est cause. Moi, j'ai l'impression que sur pas mal d'expériences de sensibilisation, les clients viennent chercher une expérience, je ne parle pas juste des causes, mais de façon générale, viennent chercher une expérience pour se faire sensibiliser. Et ensuite, effectivement, ça peut découler sur des prises de conscience, sur des envies de mettre en place des nouveaux projets, des choses comme ça. Et c'est pas du tout la même façon de travailler que si des clients viennent demander une presta, on va dire, d'accompagnement sur un sujet donné.
ou on peut éventuellement utiliser un serious game après pour sensibiliser d'autres personnes autour. C'est deux façons de travailler un petit peu différentes. Et je trouve que c'est assez chouette de juste déjà ouvrir en fait les yeux sur plein de sujets auprès des clients. Oui, et juste là-dessus, très rapidement, une bonne manière d'aller interpeller les personnes, c'est justement ce sujet de double matérialité. C'est qu'aller interpeller les personnes en disant « faut que vous changiez parce que vous faites du mal au monde », je suis extrêmement caricatural, ça engage pas forcément, alors qu'aller interpeller les personnes en disant « un monde qui va mal aura un impact sur vous en tant qu'entreprise », ça fait réfléchir. Et ça permet d'interpeller les personnes. Donc voilà. Et Sandrine, comment nous contacter? Je vais vous ajouter sur LinkedIn tout de suite, comme ça on pourra se parler facilement si ça vous va. Ouais, effectivement, vu que le webinaire est diffusé sur LinkedIn, le plus simple c'est probablement de contacter sur LinkedIn. En tout cas, il y a toutes les questions et les commentaires qui sont réunis au même endroit. Et 12h56, on a déjà des personnes qui nous disent merci pour le webinaire et qui doivent quitter pour rejoindre une réunion, j'imagine, ou tout simplement pour manger. Juste pour vous dire quelques mots de plus, Ingrid et Mickaël ont mentionné du coup le Tour de France de la ludopédagogie. Donc effectivement, le 25 et 26 novembre, il y aura une étape à Nantes. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher d'Ingrid si vous êtes intéressé pour vivre des ateliers sur différents sujets. Notamment, il y aura la fresque de la gamification qui sera animée par moi-même à Nantes. Et en termes de webinaire, vous pouvez retrouver le replay, mais également les futurs webinaires, soit sur YouTube, soit sur la chaîne Meetup directement. Et la prochaine date, ce sera donc le 27 novembre. On n'a pas encore communiqué là-dessus, mais je peux vous teaser qu'on va parler des Mechanic Art et des Gamific Art avec Prismatic. Donc, n'hésitez pas à noter dans votre agenda. Jean-Baptiste, merci en tout cas pour ton intervention et toutes les réponses que tu as pu apporter sur ce projet et sur comment on va faire en sorte qu'on puisse avoir un business game qui soit impactant et utile pour nos clients. Peut-être que tu as un dernier mot à partager, peut-être un endroit où on peut te voir prochainement, enfin, quelque chose que tu as envie de dire. Ouais, non, mais merci beaucoup de m'avoir proposé d'intervenir. C'était super intéressant pour moi. Nous, ce jeu-là, on est en train d'essayer de vraiment le distribuer. Donc, s'il vous intéresse d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Aussi, pour comprendre un peu plus comment il fonctionne, etc. Avec Laetitia, on est très disponible. Moi, c'est Jean-Baptiste Kefalas sur LinkedIn. Laetitia, c'est Laetitia Pupier. Vous nous retrouverez en commentaire du coup de cette vidéo-là. Et voilà un peu tout pour moi. Et merci beaucoup Alexandre, c'était trop chouette d'être là. Et voilà. Merci à toi et puis merci à tous pour avoir suivi le webinaire et puis surtout pour les questions super intéressantes. Permis de creuser un peu le sujet. Donc on va couper le stream tout simplement et puis on remettra à dispo le replay pour ceux qui sont intéressés.